Mes proches ont ri, s'exclamant « Oh, regardez, la fille fauchée est à la vente aux enchères ». Je n'ai rien dit. 30 minutes plus tard, j'ai levé mon panneau d'enchères et j'ai acheté le domaine de 12 millions de dollars sur lequel ils étaient venus miser. Mon nom est Alexis Reed. J'ai 29 ans. Le soleil tapait fort sur le domaine de Willow Crest, mais la vraie chaleur venait de ma propre famille. Je me tenais à l'arrière du jardin, essayant de rester invisible. Cela n'a pas marché. Ma tante Linda m'a repéré instantanément. Elle a donné un coup de coude à ma cousine et toutes deux se sont retournées pour me fixer. Puis sont venus les rires. C'était aigu et cruel, le genre de son qui me faisait courir dans ma chambre et pleurer quand j'étais adolescente. Eh bien, regardez-moi ça, a dit Linda, sa voix portant clairement au-dessus de la foule d'enchérisseurs aisés. Je ne savais pas qu'il laissait entrer les gens qui vivent d'un salaire à l'autre dans des ventes aux enchères de haut niveau comme celle-ci. Les gens autour se sont retournés pour me regarder. Mon visage a brûlé, mais j'ai gardé le dos droit. Mes cousines ont ricané et se sont rapprochées. Ce n'est pas une friperie, Alexis. Tu ne peux pas te permettre une seule brique de cet endroit. Rentre chez toi. Elles pensaient me connaître. Elles pensaient que j'étais toujours l'échec qu'elles avaient chassé il y a des années. Elles étaient occupées à célébrer une victoire qu'elles n'avaient pas encore remportée. Elles n'ont pas remarqué le panneau d'enchères serré dans ma main. Elles riaient de la fille que j'avais été, complètement inconsciente que la femme qui se tenait devant elles était la seule personne ici capable d'écrire le chèque. Qu'elles rient. J'étais sur le point de les faire taire pour toujours. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où nous regardez-vous? Mon nom est Alexis Reed. J'ai 29 ans. Si vous interrogez ma famille à mon sujet, ils vous diront que je suis un fantôme ou pire, une erreur. Pendant longtemps, je les ai crus. Ce n'était pas toujours comme ça. Quand j'étais très jeune, je me souviens du rire de ma mère. Il était chaleureux et remplissait toute la pièce. Elle était le tampon entre moi et le reste de la famille Reed. Les Reed étaient fiers. Ils étaient obsédés par le statut, par l'argent, par l'image qu'ils projetaient aux voisins. Ma mère n'était pas comme ça. Elle ne se souciait pas des voitures de luxe ou des clubs de golf. Elle se souciait des gens. Elle se souciait de moi. Mais ensuite, quand j'ai eu 12 ans, le silence est venu. Ma mère est décédée d'une maladie soudaine. Je me souviens clairement des funérailles. Il pleuvait, un cliché, je sais, mais il pleuvait vraiment à verse. Je me tenais près de la tombe, ayant l'impression qu'une partie de moi était enterrée avec elle. J'ai regardé ma tante Linda et mon oncle Robert. Ils n'avaient pas l'air tristes. Ils avaient l'air agacés que la pluie gâche leurs chaussures coûteuses. Ce jour-là, ma vie a changé. Cela ne s'est pas produit d'un coup. C'était lent, comme une fuite dans un bateau que l'on ne remarque pas avant d'être déjà en train de se noyer. Tante Linda a emménagé dans notre maison pour aider. C'est ce qu'elle a dit aux voisins. La pauvre Alexis a besoin d'une figure maternelle, disait-elle avec un sourire triste. Mais dès que la porte d'entrée se refermait, le sourire s'évanouissait. D'abord, ce furent les petites choses. Elle a déplacé mes affaires. Puis elle m'a déplacé. Tu n'as pas besoin de la vue de la chambre principale, a-t-elle dit. Ta cousine Sarah a besoin de plus d'espace pour son piano. Alors, j'ai été déplacé dans la petite pièce à l'arrière de la maison, celle qui servait de débarras. Il faisait froid en hiver et chaud en été. Mais je ne me suis pas plainte. Je ne voulais pas causer de problème. Puis les insultes ont commencé. Au dîner, si j'essayais de parler, tante Linda soupirait bruyamment. Alexis, s'il te plaît. Personne ne veut entendre tes rêveries. Ma cousine Sarah, qui a le même âge que moi, a appris rapidement. Elle a appris que me traiter comme une domestique la faisait paraître puissante devant sa mère. Alexis, repasse ma robe, disait Sarah avant un bal de l'école. Et assure-toi de ne pas la brûler comme tu as fait avec le pain grillé. Je n'étais pas invité au bal. Je n'étais pas invité aux vacances en famille. J'étais celle qui restait derrière pour arroser les plantes et épousseter les meubles. Je suis devenue invisible. J'étais la fille en arrière-plan, celle qui portait de vieux vêtements pendant qu'elle portait de la soie et du cachemire. Quand j'ai eu 18 ans, j'avais un rêve. Je voulais aller à l'université. Je voulais étudier le commerce.
J'avais de bonnes notes, meilleures que celles de Sarah. En fait, j'avais postulé à une bonne université et j'avais été accepté. J'étais tellement excité. J'ai apporté la lettre d'admission à la table du dîner. Mes mains tremblaient. Regardez, ai-je dit, en posant la lettre sur la table. J'ai été accepté. Je vais étudier la finance. Oncle Robert a ri. C'était un son sec et craquant. Il n'a même pas pris la lettre. Il l'a juste écartée avec sa fourchette. Équipé pour ça, a-t-il demandé. J'espérais qu'il restait de l'argent de l'assurance de maman. J'ai bégayé. Elle m'a dit une fois qu'il y avait un fonds. Tante Linda a claqué sa main sur la table. Cet argent a disparu, Alexis. Il a servi à payer ta nourriture, tes vêtements, le toit sur ta tête pendant les 6 dernières années. Tu crois que tu vis ici gratuitement? Enfant ingrate. Mais, pas de mais, a claqué Linda. Tu ne vas pas à l'université. Tu n'es de toute façon pas assez intelligente pour les affaires. Tu es comme ton père, faible. Tu trouveras un emploi au restaurant du coin et tu contribueras à ce foyer. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés et fermés. Mais quelque chose d'autre s'est passé cette nuit-là aussi. Un feu s'est allumé en moi. Ce n'était pas un feu chaud et explosif. C'était une flamme froide et bleue. C'était le feu de la survie. J'ai réalisé qu'il ne m'aimerait jamais. Il ne me soutiendrait jamais. Si je restais, je serais leur servante pour toujours. 2 jours plus tard, j'ai eu 19 ans. J'ai fait 2 valises. C'était tout. J'avais 3 paires de jeans, quelques t-shirts, un manteau chaud et une photo de ma mère. J'ai attendu qu'il regarde la télévision dans le salon. Je suis descendu les escaliers. Les planches du plancher ont craqué. Ils se sont tournés pour me regarder. « Où vas-tu » a demandé Sarah, voyant les sacs. Elle avait l'air amusée. « Je pars » ai-je dit. Ma voix était ferme. J'ai été surprise par mon calme. Tante Linda a ri. « Partir ? Où iras-tu ? Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'amis. Tu seras de retour dans une semaine. » À genoux, suppliant pour un repas chaud. « Je ne reviendrai pas » ai-je dit. « Vas-y alors » a crié oncle Robert. « Vois comme le monde réel est difficile. Ne viens pas nous pleurer quand tu échoueras. » Je suis sorti sans regarder en arrière. Les 10 années suivantes ont été difficiles, plus difficiles que je ne peux l'expliquer. J'ai eu 2 emplois. J'étais serveuse le matin et je nettoyais des bureaux la nuit. Je dormais dans un petit appartement qui sentait la moisissure. Je mangeais des nouilles instantanées tous les jours. Mais chaque nuit, j'étudiais. J'allais à la bibliothèque et je lisais tout ce que je pouvais sur l'immobilier, sur les marchés, sur les données. J'ai réalisé que l'immobilier ne se résumait pas à l'achat de maisons. Il s'agissait de modèles. Il s'agissait de chiffres. J'ai commencé à construire un programme informatique sur un ordinateur portable bon marché que j'avais acheté dans un prêteur sur gage. C'était un algorithme pour prédire quel quartier prendrait de la valeur avant que quiconque ne le remarque. Il m'a fallu 5 ans pour le perfectionner. Je l'ai présenté à des investisseurs. La plupart d'entre eux se sont moqués de moi. J'étais une jeune femme en costume bon marché. Mais un investisseur a écouté. Il m'a donné une chance. Ce fut le tournant. Mon entreprise, Reed Analytics, a décollé. Nous n'étions pas seulement performants. Nous étions inarrêtables. J'ai gagné mon premier million à 26 ans, mes 10 premiers millions à 28 ans. Mais je suis restée discrète. Je n'ai pas acheté de Ferrari. Je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux. J'ai gardé ma vie privée. Ma famille n'en avait aucune idée. Pour eux, j'étais toujours l'échec qui s'était enfui pendant que je bâtissais mon empire dans l'ombre. Ma famille essayait de maintenir son illusion de richesse. Je les tenais à l'œil. Je l'admets. J'ai engagé un détective privé pour me faire parvenir des rapports mensuels. Ce n'était pas parce qu'il me manquait. J'avais juste besoin de savoir. J'ai appris que l'oncle Robert avait fait de mauvais investissements. Ils perdaient de l'argent, mais ils refusaient de réduire leur train de vie. Ils organisaient toujours des fêtes. Ils louaient toujours des voitures coûteuses.
Il vivait à crédit, prétendant être de la royauté. Et puis il y avait le domaine de Willowcrest. Willowcrest était le joyau de notre ville. C'était un immense manoir historique sur 50 acres de terrain. Il avait un lac privé, une salle de bal et des jardins qui semblaient sortir d'un film. Aussi loin que je me souvienne, les Reed parlaient de Willowcrest. Cette maison nous appartient, disait tante Linda quand elle passait devant. Un jour, quand le marché se retournera, nous l'achèterons. Ce sera le symbole que les Reed sont parvenus au sommet. C'était leur obsession. C'était leur validation. S'ils possédaient Willowcrest, personne ne pourrait remettre en question leur statut. Il y a 2 mois, le propriétaire de Willowcrest est décédé et le domaine a été mis aux enchères. La nouvelle a voyagé vite. Mon détective m'a dit que tante Linda était extatique. Elle racontait à tout le monde en ville qu'ils allaient l'acheter. Les Reed sont enfin en train de monter, a-t-elle déclaré au journal local. Nous allons redonner au domaine sa gloire d'antan. J'étais assise dans mon bureau en ville en lisant le rapport. Mon bureau était de verre et d'acier, surplombant l'horizon. Je portais un costume sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de tante Linda. J'ai regardé les photos du domaine. C'était magnifique, mais il avait besoin de travaux. Il avait besoin de vision. Ma famille n'avait pas de vision. Il n'avait que de la vanité. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Marc, mon conseiller financier. Marc, ai-je dit, la vente aux enchères de Willowcrest. Donnez-moi les détails. Vous êtes intéressé, a demandé Marc. C'est une propriété en difficulté, Alexis. Elle va se vendre à un prix élevé juste à cause de la valeur du terrain. Je sais, ai-je dit. Je veux enchérir, mais je veux le faire anonymement jusqu'au jour de la vente. D'accord, a dit Marc. Je vais mettre en place les informations d'identification de la société écran pour les documents préliminaires, mais vous savez, vous devez être présente en personne pour la signature finale si vous voulez que le transfert de titre soit effectué immédiatement. J'y serai, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Je ne faisais pas ça juste pour leur faire du mal. J'étais une femme d'affaires. Le domaine était un emplacement parfait pour mon nouveau projet, un quartier général pour un programme de mentorat destiné aux femmes entrepreneurs. C'était poétique. L'endroit que ma famille voulait par vanité, je l'utiliserais pour l'émancipation. Mais je ne mentirais pas, l'idée de voir leur visage quand j'entrerais, c'était un bonus. Le jour de la vente aux enchères approchait. Je me suis préparé avec soin. Je ne voulais pas avoir l'air ostentatoire. Je voulais avoir l'air simple. J'ai choisi une élégante robe noire, aucun bijou sauf une petite montre. J'ai attaché mes cheveux en arrière. Ma famille se vantait partout en ville. Ils avaient liquidé leurs derniers actifs. Ils avaient contracté des prêts. Ils avaient rassemblé chaque centime qu'ils pouvaient trouver. Ils misaient tout. Ils croyaient que la maison se vendrait pour environ 8 millions de dollars. Ils avaient réussi à sécuriser une limite de 10 millions. Ils pensaient être en sécurité. Ils ne savaient pas que ma limite était de 20 millions et que je n'avais pas besoin de prêt. Le matin de la vente aux enchères était lumineux et froid. J'ai conduit moi-même. Je n'ai pas pris mon chauffeur. J'ai conduit une berline de location. Rien de fantaisiste. Je voulais qu'il me sous-estime jusqu'à la toute dernière seconde. Je me suis garé au bord de la longue allée. La pelouse était remplie de chaises blanches. Des serveurs distribuaient du champagne. L'air sentait le parfum cher et l'argent ancien. Je me suis dirigé vers la table d'inscription. Je les ai vus immédiatement. Ils se tenaient près de l'avant, juste à côté de l'estrade du commissaire-priseur. Tante Linda portait une robe rouge vif et un chapeau avec une énorme plume. Elle avait l'air d'être déjà la propriétaire. Oncle Robert fumait un cigare, crachant de la fumée dans l'air comme une cheminée. Ma cousine Sarah riait bruyamment, tenant un verre de champagne. Ils avaient l'air confiants. Ils avaient l'air arrogants. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché dans la foule. J'ai essayé de me fondre dans la masse, mais la foule n'était pas si grande. Peut-être 50 personnes. Tante Linda a tourné la tête. Ses yeux ont balayé la foule, cherchant probablement des rivaux. Puis son regard s'est posé sur moi. Elle s'est figée. Le sourire a disparu de son visage.
Elle a attrapé le bras de Sarah et a montré du doigt. Elles se sont dirigées vers moi. Elles n'ont pas marché. Elles ont marché au pas. Que fais-tu ici? A sifflé tante Linda. Elle n'a pas crié, mais sa voix était assez aiguisée pour couper du verre. Bonjour, tante Linda, ai-je dit calmement. Je suis ici pour la vente aux enchères. Sarah a éclaté de rire. Toi pour la vente aux enchères? Alexis, regarde autour de toi. Ce n'est pas une vente de garage. Sais-tu seulement quelle est la mise de départ? J'ai une idée générale, ai-je dit. C'est 5 millions de dollars, a dit oncle Robert, s'avançant. Il m'a regardé de haut en bas avec dégoût. 5 millions de dollars? As-tu seulement 5 dollars dans ta poche? Les gens autour de nous ont commencé à écouter. J'ai vu quelques têtes se tourner. C'était exactement ce qu'elles voulaient. L'humiliation publique. Je ne savais pas qu'il laissait entrer les gens qui vivent d'un salaire à l'autre dans ces choses, a dit Linda, élevant la voix pour que les voisins puissent t'entendre. C'est embarrassant, Alexis. Tu nous embarrasses. Je suis juste là pour regarder, ai-je menti. Y a-t-il une loi contre le fait de regarder? Il devrait y avoir une loi contre le flânage, a raillé Sarah. Pourquoi ne retournes-tu pas dans le trou d'où tu es sorti? Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire ici. Nous n'avons pas besoin de toi pour gâcher les photos. Laissez-la rester, a dit oncle Robert, souriant d'un air suffisant. Laissez-la regarder. Ça lui fera du bien de voir à quoi ressemble le vrai succès. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Bien, a dit Linda. Elle s'est penchée près de mon visage. Je pouvais sentir l'odeur lourde de sa laque. Mais reste derrière et n'ose pas ouvrir la bouche. Si tu fais un bruit, je demanderai à la sécurité de te jeter dehors. Je comprends, ai-je dit doucement. Elles m'ont tourné le dos. Elles ont ri en s'éloignant, faisant teinter leur verre. Elles se sentaient puissantes. Elles avaient l'impression d'avoir déjà gagné. Je me suis dirigé vers la dernière rangée de chaises et je me suis assise. J'ai posé mon sac à main sur mes genoux. À l'intérieur de mon sac se trouvait ma carte d'enregistrement d'enchérisseur. Je ne la leur avais pas montrée. Je la tenais fermement. Le commissaire-priseur s'est avancé à l'estrade. C'était un homme grand avec une voix tonitruante. Mesdames et messieurs, bienvenue à Willow Crest. Aujourd'hui, nous vendons non seulement une maison mais un héritage. Les enchères ont commencé. Elles ont démarré lentement. 6 millions, 6 et demi. Ma famille est restée silencieuse, attendant. Ils voulaient faire une entrée spectaculaire. À 7 millions, l'oncle Robert a levé son panneau. 7 millions, a-t-il crié. La foule a murmuré. Les rires jouaient. 7 et demi. Un homme en costume gris a surenchéri. 8 millions, a crié tante Linda ensuite. Elle a regardé autour de la pièce, défiant quiconque de la défier. Je suis resté parfaitement immobile. Je les ai observés. Ils transpiraient. Je pouvais voir la tension dans leurs épaules. Ils atteignaient leurs limites, mais l'adrénaline les poussait en avant. 8 et demi, a dit l'homme en costume gris. 9 millions, a crié oncle Robert. Son visage était rouge. L'homme en costume gris a secoué la tête et a baissé son panneau. Il était hors jeu. 9 millions, une fois, a appelé le commissaire-priseur. Ma famille rayonnait. Ils se faisaient des high-fives. Ils pensaient que c'était fini. 9 et demi, a dit une nouvelle voix. C'était une femme au premier rang, une promotrice immobilière venue d'une autre ville. Le visage de ma tante est devenu pâle. Ils ne s'y étaient pas attendus. Ils se sont regroupés. Je les ai vus se disputer. Oncle Robert secouait la tête, mais Linda le poussait. 10 millions, a crié Linda, sa voix s'est brisée. 10 millions. C'était ça. C'était leur plafond absolu. Je connaissais leurs finances mieux qu'eux. S'ils dépensaient un sou de plus de 10 millions, ils seraient en faillite en un an. Mais ils étaient désespérés. La promotrice immobilière a regardé ses notes. Elle a hésité. Puis elle a secoué la tête. Trop cher pour moi, a-t-elle murmuré. Nous avons 10 millions pour les rides, a dit le commissaire-priseur. 10 millions, une fois.
Mon cœur battait de manière régulière et lente. Bam, 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 2 fois. Ma famille célébrait déjà. Sarah prenait un selfie. Linda pleurait des larmes de joie. C'est ça, j'ai entendu Linda dire à Robert. Nous l'avons enfin. Et regarde Alexis là-bas. Elle n'osera pas ouvrir la bouche. Elle n'osera pas ouvrir la bouche. Ces mots m'ont été renvoyés. Ils planaient dans l'air. Je les ai regardés. Ils avaient l'air si petits de là où j'étais assise. C'étaient de petites personnes avec de petits cœurs. Ils avaient passé toute ma vie à essayer de me faire sentir petite pour qu'eux puissent se sentir grands. J'ai regardé mon téléphone. Un message venait d'arriver de Marc. Fonds débloqué. Vous avez le feu vert jusqu'à 25 millions si nécessaire. Bonne chance, patronne. J'ai rangé mon téléphone. 10 millions, une fois. Le commissaire-priseur a levé son marteau. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste levé mon panneau numéro 402 haut dans les airs. 11 millions, ai-je dit. Ma voix était claire. Elle a traversé le jardin comme un couteau. Le silence qui a suivi a été instantané. Il était lourd. Le commissaire-priseur s'est figé. J'ai 11 millions de la dame à l'arrière. 11 millions. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis lentement, ma famille s'est retournée. Le regard sur leur visage est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Ce n'était pas juste du choc. C'était de l'horreur. C'était comme s'ils voyaient un fantôme. La bouche de tante Linda était pendante. Ses yeux étaient grands ouverts, exorbités. Oncle Robert a laissé tomber son cigare. Il est tombé sur l'herbe, couvant près de sa chaussure coûteuse. Sarah a baissé son téléphone, sa main tremblait. Quoi, a chuchoté Linda. Non, c'est elle ne peut pas 11 millions. Le commissaire-priseur a répété, en me regardant. Est-ce que j'entends 12 ? Tous les yeux étaient sur moi maintenant. Les chuchotements ont commencé. Qui est-elle ? Est-ce la nièce ? A-t-elle ce genre d'argent ? Je me suis tenu là, calme. J'ai regardé directement tante Linda. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste regardée avec un regard fixe et vide. Toi, a hurlé Linda. Elle s'est avancée vers moi, oubliant où elle était. Espèce de stupide fille. Pose ce panneau. Tu vas nous faire poursuivre en justice. Tu n'as pas cet argent. 11 millions, ai-je répété au commissaire-priseur, l'ignorant complètement. Ai-je l'enchère ? Vous avez l'enchère, madame, a dit le commissaire-priseur. Il a regardé l'oncle Robert. Monsieur, souhaitez-vous surenchérir ? L'enchère est de 11 millions. Oncle Robert avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Il a regardé Linda. Ils connaissaient tous les deux la vérité. Ils n'avaient pas 11 millions. Ils n'avaient pas 10 et demi. Ils étaient à bout de souffle. Ils avaient fini. Robert a bégayé. Il m'a regardé, ses yeux suppliants. Alexis, arrête ça. Ce n'est pas un jeu. Je sais, ai-je dit. Je ne joue pas. Une fois à 11 millions, a scandé le commissaire-priseur. Arrêtez-la, a crié Sarah. Elle ment. Elle est fauchée. C'est une serveuse. Sécurité, a dit calmement le commissaire-priseur. Veuillez demander aux autres enchérisseurs de rester silencieux. Un agent de sécurité s'est placé devant Sarah. Elle avait l'air de vouloir me crever les yeux. 2 fois. J'ai vu l'espoir s'éteindre dans les yeux de tante Linda. Elle a réalisé à cet instant qu'elle avait perdu, mais elle ne comprenait pas comment. Elle ne pouvait pas comprendre que la fille qu'elle avait enfermée dans le débarras était en train d'acheter la maison de ses rêves. Adjugé. Le marteau a retenti. C'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Adjugé à mademoiselle Alexis Reed pour 11 millions de dollars. La foule a applaudi poliment. Ma famille n'a pas bougé. Ils sont restés là, statues gelées de défaite. J'ai baissé mon panneau. J'ai pris une profonde inspiration. L'air avait un goût doux. Je les ai dépassés et me suis dirigé vers l'estrade pour signer les papiers. Alors que je passais devant tante Linda, elle m'a attrapé le bras.
Sa prise était ferme, désespérée. Comment, a-t-elle sifflé. Comment as-tu fait ça? L'as-tu volé? As-tu épousé un vieil homme? Je me suis arrêté. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis ses yeux. Lâchez-moi, ai-je dit doucement. Elle a lâché prise comme si ma peau la brûlait. Je ne l'ai pas volé, Linda, ai-je dit. Et je ne l'ai pas épousé. Je l'ai gagné. Pendant que tu étais occupé à parler d'être riche, j'étais occupé à devenir riche. Tu monstre, a-t-elle chuchoté. Tu as volé notre rêve. Ce n'était jamais votre rêve, ai-je dit. C'était juste une maison, et maintenant c'est ma maison. Je me suis détourné et j'ai marché vers la table où les avocats attendaient. J'ai pris le stylo. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé mon nom, Alexis Reed. La maison était à moi, mais le regard sur leur visage, ça, c'était gratuit. Le son du marteau retombant était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas juste un marteau en bois frappant un bloc. C'était le son d'une lourde porte se refermant sur mon passé. Adjugé. Le commissaire-priseur, Monsieur Henderson, a tonné, sa voix résonnant sur les murs de pierre du domaine. À Mademoiselle Alexis Reed pour 11 millions de dollars. Pendant un moment, personne n'a bougé. La cour était complètement silencieuse. C'était comme si l'air avait été aspiré de l'espace. J'étais assise sur ma chaise pliante, mes mains serrant toujours le panneau, numéro 402. Mon cœur martelait ma poitrine, fort et vite, mais mon visage est resté immobile. J'avais pratiqué ce visage devant le miroir pendant des années. C'était le visage de quelqu'un qui ne pouvait pas être blessé. Puis le bruit a commencé. Il a commencé par une faible ondulation de chuchotement se répandant dans la foule comme une vague. Les têtes se sont tournées. Les gens se sont mis sur la pointe des pieds pour mieux me voir. J'ai vu l'homme en costume gris, celui qui avait abandonné à 9 millions, secouer la tête, incrédule. Mais je ne les regardais pas. Je regardais ma famille. Ils étaient figés dans un tableau d'horreur absolue. La bouche de tante Linda était pendante, sa mâchoire pratiquement déboîtée. La couleur s'était retirée de son visage, la laissant paraître grise et vieille sous son maquillage épais. Oncle Robert regardait le commissaire-priseur comme si l'homme venait de parler dans une langue étrangère. Et Sarah me regardait. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'un mélange de confusion et d'une peur soudaine et aiguë. Elle avait l'air d'une enfant qui venait de réaliser que le monstre sous le lit était réel. Je me suis levé. Mes jambes étaient fermes. J'ai lissé le devant de ma robe noire. J'ai pris mon sac à main. Félicitations, a chuchoté une femme à côté de moi. Elle m'a regardé avec admiration. C'était tout un coup. Merci, ai-je dit doucement. J'ai commencé à marcher vers l'estrade. Je devais passer devant ma famille pour y arriver. Le chemin était étroit, bordé de chaises. Alors que je m'approchais d'eux, la foule a semblé s'écarter, me donnant de l'espace. Tante Linda a semblé sortir de sa transe. En me rapprochant, elle a fait un pas chancelant vers moi. Elle a tendu la main, ses doigts tremblaient. Alexis, a-t-elle chuchoté, sa voix était fine, à peine audible. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas ralenti. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon regard froid et de niveau. J'ai acheté une maison, Linda, ai-je dit. Excusez-moi, j'ai des papiers à signer. Je l'ai frôlé. J'ai senti la chaleur de son corps quand je suis passé. L'odeur de son parfum écœurant et cher qui me donnait la nausée quand j'étais enfant. Aujourd'hui, il ne sentait que le désespoir. J'ai atteint la table du commissaire-priseur. Monsieur Henderson me souriait radieusement. Il avait l'air soulagé. Il avait probablement craint que les enchères ne stagnent à 8 millions. Mademoiselle Reed, a-t-il dit, en me tendant la main. Un plaisir, vraiment. C'était une enchère magnifique. Merci, monsieur Henderson, ai-je dit. J'ai serré sa main. Sa poignée était ferme. Je suppose que vous avez les documents de transfert prêts. Nous les avons, a-t-il dit. Il a fait un geste vers un avocat qui se tenait à côté de lui. L'avocat a glissé une épaisse pile de papier sur la table. Nous avons reçu la vérification des fonds de votre banque il y a 10 minutes. Tout est en ordre.
Nous n'avons besoin que de votre signature manuscrite. J'ai pris le stylo. Il était lourd, un instrument en laiton massif. J'ai regardé le papier. Acte de vente, domaine de Willow Crest. Ma main a plané au-dessus de la ligne de signature. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à la fille que j'avais été. La fille qui récurait les sols dans la maison de tante Linda. La fille qui dînait seule dans la cuisine pendant que la famille riait dans la salle à manger. La fille à qui on avait dit qu'elle était inutile, stupide et destinée à l'échec. J'ai pressé le stylo sur le papier. L'encre a coulé, lisse et noire. Alexis Reed. J'ai signé encore et encore. Chaque signature me donnait l'impression de graver mon nom dans l'histoire. Félicitations, a dit l'avocat en me tendant un jeu de clés. C'était de lourdes clés en fer sur un anneau simple. Le domaine est à vous. Immédiatement. J'ai pris les clés. J'ai fermé ma main autour d'elle. Le métal était froid et dur. C'était réel. Je me suis retourné. La foule commençait à se disperser, se dirigeant vers le parking, mais ma famille n'avait pas bougé. Ils se tenaient en un groupe serré près de la sortie, me bloquant le chemin. Ils m'attendaient. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la partie pour laquelle je m'étais préparé, la confrontation. Je me suis dirigé vers eux. Je ne me suis pas précipité. J'ai marché avec le pas lent et mesuré d'une femme qui possède le terrain sur lequel elle marche. En me rapprochant, j'ai vu le choc sur leur visage se transformer en autre chose. Colère, déni, sentiment de droit. Linda s'est avancée, me bloquant le chemin. Son visage était marbré de rouge. Toi, a-t-elle sifflé. Petite fraudeuse. Pousse-toi, Linda, ai-je dit. Je ne bougerai pas, a-t-elle hurlé. Sa voix s'est brisée, assez fort pour que plusieurs personnes s'arrêtent pour regarder. Explique-toi tout de suite. Quel est ce jeu? Qui paie pour ça? L'as-tu volé? As-tu trouvé un riche protecteur pour financer ce petit coup monté pour nous embarrasser? Baisse la voix, lui a sifflé oncle Robert, lui attrapant le coude. Il avait l'air terrifié. Il m'a regardé avec des yeux suppliants. Alexis, s'il te plaît. Les gens regardent. Laissez-les regarder, ai-je dit calmement. Je n'ai rien à cacher. Tu as 11 millions de dollars à cacher, a crié Linda, se dégageant de Robert. Elle a pointé un doigt vers mon visage. Tu t'attends à ce que nous croyions ça? Toi tu as trouvé ce genre d'argent. Tu étais une serveuse, Alexis. Tu n'as même pas terminé l'université. J'ai terminé l'université, ai-je dit. J'ai terminé première de ma promotion. Je l'ai fait la nuit pendant que j'avais 2 emplois. Tu n'as juste jamais demandé. Sarah s'est avancée. Elle a croisé les bras, essayant d'avoir l'air dur, mais sa lèvre tremblait. Et alors? Tu as gagné à la loterie? C'est ça? Pas de loterie, ai-je dit. Du travail, des années de travail. Pendant que tu allais à des fêtes, Sarah, je bâtissais une entreprise. Pendant que tu achetais des sacs, j'écrivais du code. Pendant que tu dormais jusqu'à midi, j'analysais les tendances du marché. Menteuse, a craché Sarah. Mon entreprise s'appelle Reed Analytics, ai-je dit, vous pouvez la chercher. Nous consultons pour certaines des plus grandes firmes immobilières du pays. Je l'ai construite à partir de rien. Des 2 valises avec lesquelles j'ai quitté votre maison. La réalité de mes paroles les a frappés. J'ai vu cela s'ancrer. Les épaules de l'oncle Robert se sont affaissées. Il en savait assez sur les affaires pour savoir que l'analytique était lucrative. Il m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Reed Analytics, a-t-il chuchoté. J'ai lu à propos de cette firme dans la revue le mois dernier. C'est toi. C'est moi, ai-je dit. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit? Robert a bégayé. Nous sommes une famille, Alexis. Si tu réussissais, pourquoi le garder secret? J'ai ri. C'était un son court et sec. Vous dire pourquoi? Pour que vous puissiez demander de l'argent, pour que vous puissiez vous attribuer le mérite de mon succès, ou pour que vous puissiez me dire que je faisais ça mal. Tout comme vous m'avez dit que tout ce que je faisais était mal quand je vivais avec vous. Nous t'avons accueilli, a crié Linda. Elle tremblait maintenant.
Nous t'avons donné un foyer quand ta mère est morte. Nous t'avons nourri. Nous t'avons vêtu. Vous ne m'avez pas donné un foyer, ai-je dit. Ma voix a baissé, restant dure. Vous m'avez donné un toit. Il y a une grande différence. Vous avez fait de moi une servante dans ma propre maison. Vous m'avez déménagé dans le débarras pour que Sarah puisse avoir une salle de piano qu'elle n'a jamais utilisée. Vous m'avez fait faire vos repas et nettoyer vos toilettes. C'était des corvées, a crié Linda. C'était de la discipline. C'était de l'abus, ai-je dit simplement. Et l'argent de l'assurance que ma mère a laissé, vous m'avez dit qu'il avait disparu. Vous m'avez dit qu'il avait été utilisé. Mais je connais la vérité, Linda. J'ai engagé un expert comptable judiciaire il y a 3 ans. Je sais que vous avez vidé ce fonds fiduciaire pour payer vos cartes de crédit et acheter cette BMW que vous avez accidentée. Le visage de Linda est devenu blanc comme un linge. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Vous avez volé une orpheline, ai-je dit. Vous avez volé la fille de votre propre sœur et puis vous l'avez mise à la rue. Alexis, attends, a dit Robert. Il s'est placé devant Linda comme pour la protéger. C'était une période compliquée. Nous étions sous beaucoup de stress. Nous ne voulions pas te faire de mal. Vous avez ri de moi, ai-je dit. Il y a 20 minutes, ici même. Vous avez ri de moi. Vous avez dit, je ne savais pas qu'il laissait entrer les gens qui vivent d'un salaire à l'autre ici. Vous vous souvenez? Robert a regardé ses chaussures. Je me souviens, ai-je dit. Je me souviens de chaque mot. Je me souviens de chaque fois que vous m'avez appelé stupide. Chaque fois que vous m'avez appelé faible. Chaque fois que vous m'avez dit que je reviendrais en rampant. J'ai fait un pas de plus vers eux. Ils se sont blottis les uns contre les autres, l'air petit et pathétique. Eh bien, je suis revenu, ai-je dit. Mais je ne rampe pas. J'achète. Tu ne peux pas faire ça, a crié Sarah. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Cette maison, elle était censée être la nôtre. Nous l'avons dit à tout le monde. C'est notre rêve. C'est de la brique et du mortier, Sarah, ai-je dit. Les rêves sont des choses que tu construis toi-même. Tu n'achètes pas l'héritage de quelqu'un d'autre pour l'appeler le tien. S'il te plaît, a chuchoté Linda. Sa colère avait disparu, remplacée par une terreur pure. Alexis, s'il te plaît. Nous avons tout misé sur cette vente. Nous avons liquidé les actifs. Si nous n'avons pas cette maison, nous n'avons nulle part où aller. Nous avons vendu notre maison sur Maple Street. La clôture est la semaine prochaine. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ils étaient au bord du gouffre. Ils avaient tout parié sur ce moment, sur leur arrogance, et ils avaient perdu. Vous avez vendu votre maison, ai-je demandé. Oui, a dit Robert, sa voix tremblante. Nous étions si sûrs. Nous pensions qu'avec le domaine, nous pourrions refinancer, obtenir un prêt commercial garanti par les capitaux propres, recommencer. Donc, vous êtes sans abri, ai-je déclaré. Essentiellement, a dit Robert. Alexis, tu as tellement de place ici. Cet endroit est immense. L'aile des invités à elle seule, elle est plus grande que notre ancienne maison. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Nous pourrions t'aider à gérer la propriété. Nous pourrions redevenir une famille. L'audace était à couper le souffle. Même maintenant, après tout, ils pensaient encore pouvoir m'utiliser. Ils pensaient pouvoir se glisser à nouveau dans ma vie parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. J'ai regardé les clés dans ma main. Puis je les ai regardées. Non, ai-je dit. Quoi, a haleté Linda. Non, ai-je répété. Vous ne pouvez pas vivre ici. Vous ne pouvez pas gérer la propriété. Vous ne pouvez pas être près de moi. Mais nous sommes une famille, a gémi Sarah. Je sais, ai-je dit, et c'est pour ça que ça fait mal. Mais je ne fais pas ça pour vous punir. Je fais ça pour me protéger. J'ai passé 10 ans à guérir de ce que vous m'avez fait. Je ne vous laisserai pas me briser à nouveau. Nous ne le ferons pas, a promis Robert. Nous avons changé. Vous n'avez pas changé, ai-je dit. Vous êtes juste fauché. Il y a une différence. J'ai vérifié ma montre.
J'ai des réunions avec mes entrepreneurs dans 1 heure. Vous devez partir. C'est une propriété privée maintenant. Tu es sans cœur, a craché Linda, ses yeux se rétrécissant. Tu es une personne froide et sans cœur, ta mère aurait honte de toi. C'était la dernière flèche. Elle a essayé de me frapper au seul point sensible qu'il me restait. Mais la flèche n'a pas percé. Elle a rebondi. Ma mère, ai-je dit doucement, voulait que je sois heureuse. Elle voulait que je sois en sécurité. Elle serait fière que je tienne enfin tête aux personnes qui m'ont blessé. Je leur ai tourné le dos. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite et aussi la plus facile. Quitter mon allée, ai-je dit par-dessus mon épaule. Je me suis dirigé vers ma voiture. Derrière moi. J'ai entendu Sarah sangloter. J'ai entendu Linda maudire. J'ai entendu Robert essayer de les faire taire. Je suis monté dans ma berline de location. J'ai fermé la porte. Le silence à l'intérieur de la voiture était magnifique. J'ai mis la clé dans le contact et j'ai démarré le moteur. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en les dépassant. J'ai gardé les yeux sur la route devant moi. Je suis sorti des grilles de Willow Crest, les lourdes clés en fer posées sur le siège passager à côté de moi. Je tremblais juste un peu, mais ce n'était pas de la peur. C'était la libération d'adrénaline. C'était la sensation physique d'un poids de 10 tonnes se levant de mes épaules. Je l'avais fait. J'avais affronté les monstres et ce n'étaient que des gens. Petites, tristes, et en colère. Je me suis dirigé vers l'hôtel où je séjournais. Je devais faire mes valises. J'avais un déménagement à planifier. La première nuit que j'ai passée à Willow Crest a été surréaliste. Je n'avais pas encore de camion de déménagement. Je n'avais pas de meubles. J'avais un sac de couchage, une glacière avec quelques sandwichs, mon ordinateur portable et une lanterne de camping. J'ai déverrouillé les immenses portes d'entrée. Le hall était énorme avec un double escalier qui montait au 2e étage. Un lustre en cristal pendait du plafond, poussiéreux mais toujours grandiose. L'air à l'intérieur sentait le vieux bois et le polish au citron, avec un soupçon de désuétude. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Le clic du verrou a résonné dans la maison vide. J'ai traversé les pièces. La salle à manger avec sa longue table recouverte d'un drap blanc. La bibliothèque avec des étagères qui atteignaient le plafond, vide de livres. La salle de bal vaste et résonnante. Je suis allé dans la chambre principale. C'était la pièce dont ma tante Linda avait parlé pendant des années. La vue de la suite parentale est à tomber, disait-elle. Je me suis dirigé vers la fenêtre. C'était vrai. La vue était incroyable. Le clair de lune se reflétait sur le lac privé, transformant l'eau en argent. Les arbres de la forêt se dressaient comme des sentinelles silencieuses autour de la propriété. J'ai étendu mon sac de couchage par terre au centre de la pièce. Je me suis assis en tailleur et j'ai mangé un sandwich. C'était le meilleur repas que j'ai jamais goûté. Je n'étais pas seul. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas oppressant. Il était plein de potentiel. C'était une toile vierge. Le lendemain matin, le travail a commencé. Je n'ai pas acheté Willow Crest pour y vivre comme une princesse. Je l'ai acheté pour travailler. J'avais une vision pour cet endroit. Je voulais que ce soit le quartier général de Reed Analytics, mais plus que ça, je voulais que ce soit un sanctuaire. J'ai convoqué une réunion avec mes cadres supérieurs. Ils sont venus de la ville, garer leur voiture modeste sur la grande allée. Nous avons installé un bureau temporaire dans la salle à manger en utilisant des tables pliantes. C'est ça, a demandé Dave, mon responsable des opérations, en regardant le papier peint qui s'écaillait dans le couloir. C'est grand. C'est parfait, ai-je dit. Mais il y a du travail. Beaucoup de travail. J'ai engagé des entrepreneurs, mais j'ai fait un choix spécifique. Je n'ai pas engagé les grandes entreprises de construction que mon oncle Robert aurait utilisées. J'ai cherché des entreprises locales. J'ai cherché des entreprises détenues par des femmes. J'ai engagé une femme nommée Maria pour diriger la rénovation. Elle dirigeait une petite entreprise de construction et avait eu du mal à obtenir de gros contrats parce qu'elle était une femme dans un monde d'hommes. Quand je lui ai remis le contrat pour la rénovation de tout le domaine, elle a pleuré. Vous ne savez pas ce que cela signifie, m'a-t-elle dit, en s'essuyant les yeux avec le dos de la main.
cela sauve mon entreprise. Je sais, ai-je dit. Faites juste du bon travail. Je vous donnerai le meilleur travail de ma vie, a-t-elle promis. Et elle l'a fait. Pendant les 6 mois suivants, Willow Crest était un véritable nid d'activité. Le bruit des marteaux et des scies a remplacé le silence. La poussière était partout. J'ai vécu au milieu de tout ça, passant d'une pièce à l'autre au fur et à mesure qu'elles étaient terminées. Nous avons transformé la salle de bal en espace de travail principal. Nous avons retiré les lourds rideaux de velours et laissé la lumière inonder l'espace. Nous avons installé des sols en béton poli et des bureaux modernes. Nous avons gardé le lustre en cristal, un rappel du passé, suspendu au-dessus de l'avenir. Nous avons transformé l'aile en Willow Launchpad. C'était mon projet passion. C'était un incubateur résidentiel pour femmes entrepreneurs. Je voulais créer un espace où les femmes pourraient venir vivre sans loyer pendant 6 mois et construire leurs entreprises sans la pression des factures ou des familles non solidaires. Je savais ce que c'était d'essayer de construire un rêve quand on a faim et qu'on est fatigué. Je voulais lever ce fardeau pour d'autres. À mesure que la maison se transformait, moi aussi. J'ai arrêté de porter les vêtements sombres et invisibles que je préférais. J'ai commencé à porter des couleurs vives. J'ai coupé mes cheveux en un carré moderne et net. J'ai marché la tête haute. La ville, bien sûr, bourdonnait. Dans une petite ville comme la nôtre, les nouvelles voyagent plus vite que la lumière. Tout le monde savait que la fille Reed avait acheté le manoir. Je suis devenu une célébrité locale, bien que je ne l'ai pas cherché. Quand j'allais à l'épicerie, les gens m'arrêtaient. « Êtes-vous Alexis ?» demandait-il. « Nous avons entendu parler de ce que vous faites au domaine. C'est merveilleux. » J'étais poli, mais je gardais mes distances. Je savais à quelle vitesse l'opinion publique pouvait changer. Ces mêmes personnes m'avaient ignoré quand j'étais la cousine pauvre portant des vêtements de seconde main. Mais je ne pouvais pas ignorer les nouvelles concernant ma famille. Mon détective privé, un homme nommé Ken, m'envoyait des mises à jour hebdomadaires. Je lui avais dit que je ne voulais pas les traquer, mais que j'avais besoin de savoir s'ils représentaient une menace. J'avais besoin de savoir où ils se trouvaient. Le rapport qu'il m'a donné 2 mois après la vente aux enchères était sombre. Ils avaient en effet perdu leur maison sur Maple Street. La banque l'avait saisie avant qu'ils ne puissent la vendre à profit en raison des prêts qu'ils avaient contractés pour enchérir sur le domaine. Ils sont partis avec presque rien. Ils avaient emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un complexe délabré du côté sud de la ville. C'était un quartier difficile. Oncle Robert travaillait comme hôte d'accueil dans un concessionnaire automobile. L'homme qui fumait des cigares cubains et se vantait de son portefeuille boursier, se tenait maintenant sur un parking, saluant les voitures. Tante Linda travaillait à temps partiel dans un grand magasin au comptoir des retours. Je ne pouvais qu'imaginer l'enfer qu'elle faisait vivre aux clients et l'enfer qu'il lui faisait vivre. Et Sarah était la plus choquante. Elle avait trouvé un emploi de serveuse au restaurant du coin, le même restaurant où j'avais travaillé quand j'avais 19 ans. Ken m'a montré une photo qu'il avait prise d'en face. Elle montrait Sarah dans un tablier taché, essuyant une table, l'air épuisé et misérable. J'ai regardé la photo. Il y a 10 ans, elle était venue dans ce restaurant avec ses amis pendant que je travaillais. Elle avait délibérément renversé un milkshake juste pour me regarder le nettoyer. Elle avait ri et laissé un sou en pourboire. Maintenant, c'est elle qui tenait le chiffon. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. Je pensais que ça le serait. Je pensais que les voir rabaisser me rendraient extatique, mais cela m'a juste rendu triste. C'était du gâchis. C'étaient des personnes capables qui s'étaient détruites par vanité. « Voulez-vous que j'intervienne » a demandé Ken. « Offrir quelque chose anonymement. »« Non » ai-je dit instantanément. « Absolument pas. »« Compris » a dit Ken. « Ils ont besoin d'apprendre » ai-je dit. « Ils ont besoin de comprendre ce qu'est vraiment la vie. Si je les sauve maintenant, ils n'apprendront jamais. Ils me reprocheront juste l'aumône. » J'ai mis les photos dans un tiroir et je les verrouillais. J'avais mon propre travail à faire. Le Willow Launchpad a ouvert ses portes à l'automne. Nous avons sélectionné 12 femmes pour la première cohorte. Elles venaient de tout le pays. Il y avait une codeuse de Détroit, une créatrice de mode d'Atlanta, une chercheuse en biotechnologie de Boston. Le jour de leur arrivée,
Je me tenais sur le perron de Willow Crest pour les accueillir. Elles ont regardé la maison avec de grands yeux, tout comme moi. Elles m'ont regardé avec intimidation. Bienvenue, leur ai-je dit. C'est votre maison maintenant. Pour les 6 prochains mois, votre seul travail est de rêver et de construire. Nous nous occupons du reste. L'une des filles, une jeune femme nommée Maya, a levé la main. Elle avait 19 ans, le même âge que moi quand j'ai quitté la maison. Elle avait une énergie nerveuse et débrouillarde qui me rappelait moi-même. Mademoiselle Reed, a-t-elle demandé, pourquoi faites-vous cela? Vous auriez pu simplement transformer cet endroit en station balnéaire ou y vivre seul. Pourquoi nous aider? Je l'ai regardé. J'ai regardé le groupe de femmes. Parce que je sais ce que c'est de n'avoir personne qui croit en vous, ai-je dit. Je sais ce que c'est de se faire dire que ses rêves sont stupides. Et je me suis promis que si j'avais un jour le pouvoir, je serais la personne dont j'avais besoin à votre âge. Maya a souri. C'était un sourire sincère et plein d'espoir. Cette nuit-là, nous avons dîné dans la grande salle à manger. La table était pleine de nourriture. La pièce était pleine de bruit et de rire. Nous avons trinqué à l'avenir. J'étais assise en bout de table, observant la scène. C'était à quoi devrait ressembler une famille. Pas des gens liés par le sang qui se détestaient, mais des gens liés par un but qui se soutenaient mutuellement. J'ai levé mon verre de vin. À la construction, ai-je dit. À la construction, ont-elles applaudi. J'ai pris une gorgée. Le vin était frais et vif. Alors que le dîner se terminait, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un message d'un numéro inconnu. Alexis, c'est ta tante Linda. S'il te plaît, nous avons besoin de parler. Nous nous noyons ici. Juste 5 minutes, s'il te plaît. J'ai fixé l'écran. Le texte était désespéré, humble. J'ai hésité à le supprimer. J'ai hésité à bloquer le numéro. Mais ensuite, j'ai pensé à la femme que je devenais. Je n'étais plus la fille effrayée. Je n'étais plus la victime. J'étais la propriétaire du domaine. J'étais la PDG. Je pouvais les gérer. Et peut-être, juste peut-être, il était temps pour la clôture finale. J'ai tapé en retour, venez au domaine demain à 16 h. Vous avez 10 minutes. Ne soyez pas en retard. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé les femmes riant à table. Je n'avais pas peur de demain. J'étais prête. Je me suis dirigé vers l'avant de la maison. Je portais un jean et une simple chemise blanche. Je n'avais plus besoin de m'habiller pour les impressionner. Un taxi s'éloignait alors que je m'approchais. Il se tenait dans l'allée. Tante Linda, oncle Robert et Sarah. Ils avaient l'air différents. Tante Linda ne portait pas ses vêtements de créateur habituels. Elle portait une simple robe qui semblait usée. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Oncle Robert avait l'air abattu, ses épaules affaissées. Sarah regardait le sol, refusant de croiser mon regard. Ils ressemblaient à des gens normaux, en difficulté. Je me suis arrêté en haut des escaliers en pierre, les regardant. Je ne les ai pas invités à entrer. Bonjour, ai-je dit. Linda a levé les yeux. Elle a essayé de sourire, mais c'était une chose brisée et nerveuse. Alexis, a-t-elle dit, sa voix a tremblé. C'est bon de te voir. L'endroit est incroyable. Tu as fait tellement de travail. Que voulez-vous, ai-je demandé. Je n'étais pas cruel, juste direct. Je n'avais pas le temps pour les bavardages. Robert s'est avancé. Il tenait son chapeau dans ses mains. Nous sommes venus nous excuser, Alexis, a-t-il dit. Nous nous avons beaucoup réfléchi depuis la vente aux enchères. Nous avions tort, a ajouté Linda rapidement. Nous t'avons traité horriblement. Nous le savons maintenant. Nous étions aveuglés par notre propre ambition. Nous étions jaloux. Peut-être. Nous sommes tellement désolés. Sarah a enfin levé les yeux. Je suis désolée aussi, a-t-elle marmonné. Pour tout. Je les ai regardés. J'ai scruté leur visage. Étaient-ils sincères? Peut-être. Ou peut-être étaient-ils juste désespérés.
Ils avaient tout perdu et maintenant ils se tenaient devant la nièce qui avait tout. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Elles sont attendues depuis longtemps. Nous sommes une famille, a dit Linda, reprenant un peu de confiance. Et les familles pardonnent, n'est-ce pas? Nous espérions et bien, nous sommes dans une mauvaise passe, Alexis. Nous avons perdu la maison. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres. C'est très difficile. Je sais, ai-je dit. J'ai vécu dans un appartement d'une pièce pendant 5 ans. Je sais à quel point c'est difficile. N'est-ce pas, a dit Linda. Alors, vous comprenez? Nous espérions peut-être que nous pourrions recommencer. Peut-être que puisque cette maison est si grande et que vous avez tant de place, elle s'est tue, mais la demande planait dans l'air. Ils voulaient emménager. Ils voulaient que je les sauve. Ils voulaient ramper à nouveau sous le toit qu'ils m'avaient refusé maintenant que c'était moi qui payais. J'ai regardé l'immense maison derrière moi. J'ai regardé les jardins. J'ai pensé aux jeunes femmes qui travaillaient à l'intérieur, bâtissant leur avenir. Si je les laissais entrer, la toxicité reviendrait. Le jugement, le sentiment de droit. Ils n'avaient pas changé qui ils étaient. Ils avaient juste changé leurs circonstances. Non, ai-je dit. Le mot a plané dans l'air, simple et lourd. Non, a haleté Linda. Mais nous sommes une famille. J'accepte vos excuses, ai-je dit. Vraiment. Je ne porte plus de haine pour vous. La haine est trop lourde, et j'ai d'autres choses à porter. Je vous pardonne pour la façon dont vous m'avez traité. Je suis descendu d'une marche. Mais le pardon ne signifie pas l'accès, ai-je dit fermement. Vous ne pouvez pas vivre ici. Vous ne pouvez pas emprunter d'argent. Vous ne pouvez pas faire partie de cette vie que j'ai bâtie. J'ai construit cela pour m'éloigner de la dynamique que vous avez créée. Je ne l'inviterai pas à revenir. Alors, tu vas juste nous laisser souffrir, a crié Sarah. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Tu es riche. Tu pourrais changer nos vies d'un claquement de doigts. J'ai changé ma propre vie, ai-je dit. Maintenant, il est temps pour vous de changer la vôtre. Vous êtes des personnes intelligentes et capables. Vous pouvez travailler. Vous pouvez reconstruire tout comme je l'ai fait. J'ai sorti une petite enveloppe de ma poche. Je l'avais préparée juste au cas où. Tenez, ai-je dit, en la tendant à Robert. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de $10 000. C'est pour un nouveau départ, ai-je dit. C'est suffisant pour un acompte sur un appartement et quelques mois de nourriture. C'est plus que ce que vous m'avez donné quand je suis parti. Prenez-le. Utilisez-le. Mais ne revenez pas ici demander plus. Robert a fixé le chèque. Ses mains tremblaient. Il m'a regardé avec un mélange de honte et de gratitude. Merci, a-t-il chuchoté. Au revoir, oncle Robert, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai remonté les escaliers. Alexis, a appelé Linda. S'il te plaît. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai traversé les immenses portes en chêne de Willow Crest et je les ai refermées derrière moi. Le son du loquet qui se fermait était le meilleur son du monde. 2 semaines plus tard, le soleil se couchait sur le domaine. Le ciel était un mélange brillant de violet et d'orange. Je me tenais sur le balcon de la chambre principale, tenant une tasse de thé. En bas dans le jardin, 3 des mentorées étaient assises sur l'herbe, riant et regardant des plants. Elles avaient l'air heureuses. Elles avaient l'air libres. J'ai pris une gorgée de thé. Le silence de la maison n'était plus solitaire. Il était paisible. J'ai pensé à ma famille. J'ai entendu dire qu'ils avaient emménagé dans un petit appartement en ville. Robert avait trouvé un emploi de consultant. Sarah travaillait dans le commerce de détail. Ils étaient en difficulté, oui, mais ils vivaient. Ils faisaient enfin face au monde réel. D'une certaine manière, mon refus de les sauver était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour eux. Je les ai forcés à devenir réels. Je n'étais plus en colère. Le nœud dans ma poitrine qui était là depuis 10 ans avait disparu. J'ai réalisé alors que ma victoire n'était pas d'acheter la maison. Ce n'était pas les 11 millions. Ce n'était pas de voir le regard sur le visage de Linda à la vente aux enchères. Ma victoire était ce moment. Me tenant ici dans ma propre maison, dans ma propre peau,
complètement sans peur. J'avais dépassé la version de moi-même qu'ils avaient essayé de créer. Ils voulaient une victime. Je suis devenue une victorieuse. Ils voulaient que je sois petite. J'ai construit quelque chose de massif. J'ai regardé l'horizon. L'avenir était grand ouvert. J'avais mon entreprise. J'avais ma maison. J'avais ma mission d'aider d'autres femmes. J'étais Alexis Reed. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui j'étais. Je vous raconte cette histoire non pas pour me vanter d'une grande maison ou d'un compte bancaire. Je vous la raconte parce que je sais qu'il y a des gens là-bas en ce moment qui se sentent comme moi. Peut-être que votre famille ne croit pas en vous. Peut-être que vos amis se moquent de vos rêves. Peut-être êtes-vous l'invisible de votre entourage, celle dont ils pensent qu'elle ne réalisera jamais rien. Je veux que vous sachiez quelque chose. Leur opinion de vous n'est pas votre réalité. Si j'avais écouté ma famille, je dormirais encore dans un débarras. Je les servirais encore, mais j'ai choisi de m'écouter à la place. Tu n'as pas besoin de crier pour leur prouver qu'ils ont tort. Tu n'as pas besoin de les combattre. Tu as juste besoin de construire tes compétences, construire ta confiance, construire une vie si solide que leurs doutes ne pourront pas l'atteindre. La meilleure vengeance n'est pas de leur rendre l'appareil cruellement. La meilleure vengeance est un succès massif et la paix ultime qui vient quand tu réalises que tu n'as même plus besoin de leur validation. Alors si tu souffres en ce moment, utilise cette souffrance. Transforme-la en carburant. Fais tes valises si tu dois. Lance cette entreprise. Écris ce livre. Fais le travail dans l'ombre pour pouvoir briller dans la lumière. Mon nom est Alexis Reed. J'étais la fille dont ils se sont moqués. Maintenant je suis la femme qu'ils regardent.